Bonjour et bienvenue à Portrait de Leaders. Aujourd'hui, on reçoit Jeremiah Curvers, président de Policely. Bonjour Jeremiah. Bonjour Marc, ça va bien? Ça va très bien. Je suis très content de te recevoir. On se connaît déjà. Tu fais partie d'un de mes groupes tech. Puis, quand on s'est rencontrés, je pense que tu venais d'être nommé président de Policely 6 mois plus tard, 4 mois plus tard de mémoire. C'est possible? À peu près, c'est ça. C'était assez récent de ma transition. Puis, je me rappelle que tu m'avais approché, on est allé prendre un café. Puis, ça fait déjà quelques années de cela. Donc, les choses ont bien évolué depuis, oui. Déjà un bon 3-4 ans, je pense. Et c'est quand même intéressant. Ça a été super intéressant d'ailleurs de voir ta progression au fil des années. Est-ce qu'à ce moment-là, quand on s'est rencontrés, tu pensais qu'un jour, tu allais devenir président d'une compagnie? Je te dirais même avant, quand j'ai lancé Policely, même avant ça, quand je travaillais dans le domaine du marketing, parce que j'avais vu mon père évoluer dans le milieu entrepreneurial, je m'étais dit jamais, au grand jamais, je vais avoir à gérer une business. Je vois les heures qui sont en arrière, je vois le travail qui est en arrière, je vois cette espèce de montagne russe de haut qui sont très hauts, de bas qui sont très bas. Puis je l'avais vécu dans mon noyau familial. Je m'étais dit jamais. Puis finalement, me voilà ici dans cette position. Wow, intéressant. Est-ce que tu as un bagage qui t'emmenait à penser que tu allais être un gestionnaire, être un manager? Est-ce que tu as un bagage académique en ce sens-là? Je pense que tout bagage académique, c'est des éléments additionnels dans notre boîte à outils. Ce qui est complexe à gérer, moi, personnellement, je trouve, en tant que CEO, qu'il est devenu par concours de circonstances et non par désir professionnel. J'ai pas eu un parcours académique traditionnel. J'ai pas un MBA, j'ai pas des études supérieures. Mon niveau de scolarité a été extrêmement fragmenté. J'ai étudié en design graphique. À la dernière session, avant de tomber à l'université, on avait des stages, puis je me suis dit, pourquoi je ferais des stages qui ne sont pas rémunérés? Fait que je me pars à mon compte. Ça a été une catastrophe. Qui, par la suite, m'a amené à devenir gestionnaire chez Page Jaune, où j'ai eu la chance, par la suite, de fil en aiguille, de tomber dans un des incubateurs de groupe Page Jaune, qui était Médiative à l'époque. Et encore une fois, à ce moment-là, c'est là où je réalisais que j'avais certaines lacunes au niveau académique. Fait que je suis allé les chercher. Mais je suis allé les chercher du niveau éducation continue. Donc, par exemple, j'ai fait un cours pour comprendre comment la consultation fonctionnait de moi-même. Fait que je suis allé le faire à Harvard parce que je trouvais Harvard vraiment cool pour finalement réaliser que ce soit Harvard ou autre chose, quand on est dans la post-gradué, c'est plus la capacité financière qui détermine le cours plus que d'autres choses. Donc, j'ai étudié en graphisme, j'ai étudié les jeux vidéo dans le temps au Centre NAD avant que ce soit récupéré, je pense, par l'UQAM. Puis, ultimement, ça m'a aidé. Ça m'a aidé dans mon approche créative en tant que CEO aujourd'hui, en tant que président. Ça m'a aidé dans plusieurs choses. Puis, probablement qu'avoir à retourner en arrière, j'aurais été un petit peu plus discipliné sur mon background académique. Cependant, je pense que l'éducation continue, en tant que leader, c'est ce qui est le plus important. Continue de s'instruire, de lire, de rester à l'affût de ce qui se passe, puis d'être ouvert d'esprit. Prône versus un background purement académique. Ça, c'est mon opinion. Tu disais que ta première expérience a été catastrophique. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là? J'ai appris vraiment, ça a été une claque dans ma face, l'élément de l'offre et la demande. Ça fait longtemps, là. J'étais à Sherbrooke dans le temps, puis j'étais au collège de Sherbrooke. Et j'avais 3 studios-stages à gérer. Puis ces studios-stages étaient les plus importants du département à l'époque. Fait que je me rappelle, je me suis pas fait beaucoup d'amis là, en lâchant le groupe à ce moment-là. Mais je m'étais dit, je vais pouvoir charger des montants de fous pour de la conception de logos, des cartes d'affaires. Ça donne que j'ai fait ça au moment où le monde était en transition avec Internet et la venue des sous-contractants qui venaient de pays comme l'Inde, de sous-contractants qui venaient de pays comme les États-Unis avec des éléments hautement automatisés. Et c'est là où ça a été difficile parce que moi, dans ma tête, un logo, tu chargeais ça 10-15 000 pièces. Puis finalement, j'ai réalisé très rapidement que dans les PME, tu ne charges pas 10-15 000 pièces pour un logo.
L'offre et la demande. Oui, c'est exactement ça. Donc, j'ai eu quelques mandats, mais ça n'a pas été les mandats les plus intéressants. J'avais juste le fait de travailler, je veux dire, mon scope, mon niveau d'heures nécessaire pour atteindre un mandat. Je m'étais royalement planté là-dedans. Fait que ça a été une belle expérience et beaucoup d'humilité que j'ai pu apprendre à faire ça. Est-ce que je regrette ça? Pas du tout. Pas du tout, parce que cette débarque m'a permis de réaliser à quel point, si je me lançais dans quelque chose à mon compte, ça allait être difficile. Ce qui réitérait le point que je m'étais dit avant, jamais je me lancerais en affaires. Puis finalement, ouais. Est-ce que c'est cette expérience-là qui t'a amené indirectement à devenir justement un meilleur expert en marketing? Tu es quand même une notoriété comme expert en marketing, tu donnes des conférences. Puis, tu as vécu une expérience de base sur l'offre et la demande, c'est tes mots. Ouais. Comment est-ce que ça t'a comme amené à devenir plus pratique? Qu'est-ce que ça a changé en toi? Je dirais ce que ça a vraiment changé puis challengé au fond de moi, c'est de me dire, si je suis vraiment pas dans les meilleurs, ça va être très difficile de me vendre sur le marché. Donc, d'un point de vue critique, ça a toujours été par la suite de me dire, y a-t-il quelque chose qui me manque? Mon edge, il est où, là, vraiment? Puis ça, c'est resté, puis ça reste encore tout au long de ma vie d'entrepreneur. Je connais mes forces, je connais de plus en plus mes faiblesses. Donc, dans mon processus d'embauche, par exemple, dans la manière dont je m'entoure autour de moi, dans les stratégies de coaching, j'essaie vraiment de m'équiper à avoir quelque chose d'un petit peu plus complet. Je dirais que ça a été vraiment la leçon qui m'a aidé le plus, là. Je peux te dire que ça paraît. Parce que quand tu fais des commentaires, quand tu emmènes, quand tu es consultant ou quand tu es coach en marketing, je ressens cette énergie-là, cette force-là, ce désir-là d'être en avance, d'être vraiment très, très compétent. C'est devenu une passion. C'est devenu une passion. C'est le fun de pouvoir s'installer dans une salle avec plein de gens qui sont des experts ou qui se disent experts, puis d'écouter. Ultimement, maintenant, j'ai le réflexe de rester proche de ceux qui peuvent vraiment m'apprendre quelque chose, puis de laisser ceux qui parlent plus parler un petit peu plus, là. On va s'ouvrir quand tu as dit « je suis devenu président par accident ». Parce que moi, je suis devenu président par accident aussi. Puis si on prenait la liste des gens qu'on connaît, il y en aurait quand même un assez bon pourcentage qui sont devenus présidents par accident. Par accident, c'est-à-dire que si tu ne l'avais pas planifié, puis soudainement, il y a une porte qui s'est ouverte, puis tu as choisi de devenir président, si je comprends bien. Oui, absolument. Puis je pense que c'est un peu comme dans une équipe de sport. Je vais faire l'analogie. Quand on est sur la glace ou sur le terrain, on ne se dit pas hey, « je vais devenir coach à un moment donné ». On n'y pense pas. Peut-être qu'on aspire à ça, mais il y a une certaine crainte aussi associée à ça. Moi, ma crainte était, puis elle l'est encore, c'est est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être à la hauteur parce que je sais, parce qu'on peut le lire à peu près partout, je vais devoir engager des gens qui sont meilleurs que moi, plus intelligents que moi, qui vont combler à mes faiblesses, puis comment je vais vivre avec tout ça personnellement, comment je vais pouvoir m'assurer qu'ils grandissent là-dedans. Fait qu'il y a toujours cette crainte, mais je pense qu'ultimement, c'est ça aussi qui nous aide à devenir des bons leaders puis des bons présidents. C'est cette capacité à s'autocritiquer, à rester ouvert puis à être les meilleurs experts généralistes possibles. C'est ça, en fait, que je réalise que je suis en train de devenir dans la majorité des rôles que j'ai à accomplir, là. Outre le fait qu'on a la responsabilité financière, la responsabilité associée à la vision, la mission de la compagnie, je pense qu'un bon leader se doit d'avoir une bonne connaissance globale de tout ce qui a trait aux différents départements. Surtout quand on est dans une entreprise plus petite ou qui est en démarrage, là. On porte beaucoup de chapeaux, là. Je pense que les meilleurs leaders doutent tout le temps. Ben, tu me rassures. C'est l'impression que j'ai. Ceux qui croient savoir échappent plein de choses. Ceux qui doutent cherchent, creusent, cherchent à devenir meilleurs. C'est un peu ce que j'ai constaté au fil des années. Et je pense que c'est un excellent signe d'être comme ça. Ça me rassure, parce que s'il y a des gens qui regardent, les gens qui vont regarder ça plutôt, je dirais, qui aspirent à devenir des leaders, là, il y a beaucoup de remises en question. C'est pas facile tous les jours, c'est pas facile souvent même, je dirais. C'est beaucoup de résilience. C'est beaucoup de résilience parce qu'il faut rester fort. Faut laisser paraître
le fait qu'on reste en contrôle quand on ne l'est pas. Je dirais, tu sais, on l'a tous vécu, là. Ouais. Moi, tu m'aurais dit, il y a 7 ans, tu vas avoir une double hernie discale où tu pourras presque plus marcher. Tu vas te lancer en affaires, puis dans le matelas à part de ça. Quelques années après, tu vas penser que tout s'en va vers le commerce en ligne, puis il y aura une pandémie où là, ça va vraiment exploser, puis tu auras le contre-coup de la pandémie où là, le retail revient en force, puis j'aurais dit, un, je te crois pas, puis deux, je m'embarquerai pas là-dedans. Ouais. Je te comprends. Vois-tu donc un paradoxe entre paraître en confiance puis démontrer la vulnérabilité pour un leader? C'est quand même particulier. À quel moment est-ce que je choisis de dire la vérité? C'est-à-dire que j'ai un enjeu, je sens qu'il nous manque quelque chose. Puis à quel moment je démontre une grande confiance envers mon équipe, envers mes partenaires? Ouais. C'est quand même un défi. C'est un défi, puis... J'ai pas la réponse en passant. Ben, moi non plus. Pose la question. Je peux peut-être te dire, moi, mon approche est la suivante. Dans ta direction, puis dans la manière dont tu communiques ta vision, ta mission, je pense que c'est là que ça prend de la confiance. C'est de dire, OK, on a pris les décisions d'aller là, puis on va là. La vulnérabilité vient au moment où il faut se réajuster de manière à arriver là. Sinon, c'est, je pense, de l'orgueil plus que de la confiance. Éviter l'entêtement. Ouais. Puis voir la réalité. Ah oui, puis des fois, on a une idée en tête d'avouer que c'est pas la bonne. C'est pas ça. Ou d'amener l'équipe à la tester pour réaliser que finalement, on ne les amène pas dans la bonne direction. C'est là où je pense qu'il faut faire preuve d'une certaine vulnérabilité plus que d'être orgueilleux. Là. C'est pas facile. Ouais. Non, c'est pas facile de matcher ces deux qualités-là parce qu'il y a une qualité à foncer, à voir en avant, à voir l'objectif, à être tenace. Puis il y a l'autre qualité d'être attentif, ouvert, puis être capable de réévaluer la situation. Oui, absolument. Ça se fait généralement dans des temps complètement différents. Ça prend des fois, ce que je remarque dans mon cas, en tout cas, c'est que ça prend un petit moment de recul pour faire « Ah ben, Colin, c'était pas ça finalement. Puis là, je suis en train de me planter. » Et on est en train de se planter. Oui, oui. Comment est-ce que tu arrives à prendre une décision? Quel est ton processus lorsque tu prends une décision? Puis je vais dire un petit peu le contexte. L'impression qu'on a, c'est qu'un PDG, là, ça prend des décisions. Il y a 30 ans, en tout cas, l'image qu'on avait, c'est un PDG, c'est automatiquement un décideur rapide et efficace. Une fraction de seconde, puis il colle la shot. Il dit, voici où on s'en va. Puis ce que je vois autour de moi, les gens que je coach, ne sont pas tous comme ça. J'en connais certains qui sont vraiment précis et rapides. La majorité prennent le temps de réfléchir d'une certaine façon. D'autres peuvent être très lents à prendre des décisions. Certains prennent toutes leurs décisions en équipe, d'autres les prennent presque toutes seules. Où est-ce que tu te situes dans ce grand range-là de décideurs? Quelle est ta façon de faire? Généralement, mon processus décisionnel, quand il a trait à la direction dans laquelle on va amener Polysleep, j'essaie vraiment de faire preuve de pensée critique, puis je vais me tourner vers des coachs, des CEO qui ont vécu des situations similaires à la mienne. Un très bon exemple de ça, récemment, je me posais la question pour Polysleep. OK, je vois la majorité de l'industrie, également certains de mes compétiteurs en ligne, j'ai commencé en ligne comme marque, s'enligner vers une diversification de produits, puis de vraiment mettre de plus en plus d'efforts sur le commerce web. Et ultimement, la mission de Polysleep, pour moi, c'est d'aider le plus grand nombre de personnes à améliorer leur qualité de sommeil. Puis on est associé au bien-être. Fait que vendre des robes de chambre, j'ai pas encore trouvé une manière de lier ça à notre mission. Ça vient moins bien me chercher. Mais ultimement, j'ai des objectifs de croissance. Donc la décision de vraiment pivoter nos efforts qui étaient à 100% en ligne vers une méthode hybride où on devient un compétiteur des magasins qu'on cherche à inclure dans notre processus de vente, ça a été tout un challenge. Puis je me suis vraiment posé la question, puis j'ai parlé à des gens autour de moi, puis j'ai regardé le marché. Cette décision, ça a été une décision personnelle.
Par contre, toute l'exécution qui vient en arrière de ça, pour moi, il fallait que ce soit une décision d'équipe. Parce qu'il y a beaucoup trop d'énergie pour une personne seule à mettre dans une initiative comme celle-là, surtout si l'équipe, elle n'y croit pas ou elle n'est pas en arrière de nous. Là. Ça aurait été une catastrophe là, monumentale. Donc, la décision de dire on focus sur nos produits principaux, mais on s'adapte par rapport aux besoins de la clientèle et où est-ce que cette clientèle magasine, même si c'est la chose probablement la plus dure à faire, peut-être la moins logique à court terme. C'est ça qu'on va faire. Et maintenant, c'est là où mon équipe de direction, puis je dirais tous mes employés chez Policip, on s'est posé la question de on est là, on veut s'enligner là. Comment on fait ça? Et le fait d'avoir pris ces décisions en équipe fait en sorte que les victoires, on les célèbre beaucoup plus. Puis les défaites, on a envie. Mais comment on apprend de ces dernières pour s'améliorer? C'est là où je pense que c'est important d'avoir une certaine balance entre les deux. Donc là, je sais que ma réponse est assez vague. C'est assez précis, je trouve, au contraire, parce que finalement, tu prends les décisions au niveau de la vision. Ouais. C'est celle-là, tu l'as pris seul. Puis, au niveau de l'exécution, tu rallies ton équipe. Oui. C'est un bon résumé. Ce que je comprends, c'est que tu veux l'adhésion de tout le monde pour que tout le monde soit à l'aise, puis tout le monde contribue le mieux possible à la réalisation de l'objectif principal. Oui, parce que je te dirais, ça a été un traumatisme dans mon ancien job, chez Page Jaune. Là, la transformation numérique de cette compagnie là, a tellement été difficile. Parce que, c'était une boîte qui était immense, qui roulait sur des marges de profit immenses, avec un média qui était en train de dépérir dans un contexte syndiqué. Puis je voyais à quel point une mentalité puis une vision qui différait de ce que les personnes à l'interne veulent faire peut nuire à une organisation. Ça a été tellement difficile d'avoir des employés qui étaient engagés, d'avoir des technologies qui permettaient d'arriver à ça, et pire que ça, d'avoir des équipes qui se parlent et qui aient une cohésion. Quand tu parlais de travailler en silo, là, souvent on a ça, on dit qu'il faut éviter de travailler en silo, C'est malheureusement quelque chose qui s'installe rapidement quand on ne porte pas attention à ça. C'est le mot que je cherchais. Ouais. Pourquoi il y a des dirigeants qui ne portent pas attention à ça? C'est la question que je me pose. Donc, il faut être vigilant, il faut vouloir la réponse. Puis, écoute, je vois encore des situations où le PDG, dans un meeting de direction, parle 95% du temps. C'est quand même impressionnant. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Il arrive des situations comme celle que tu mentionnes. Ouais. Pas d'adhésion. Des gens qui peuvent travailler au contraire de la vision qui a été énoncée. C'est quand même assez coûteux comme approche, comme direction. Donc, ça t'oblige à rester alerte, à rester vigilant de ce qui se passe vraiment dans tes équipes. Oui, puis d'avoir des objectifs clés et pas juste des indicateurs de performance qui parlent à nos équipes. Je pense qu'il y a une grande dissonance où on a tendance à avoir une approche très comportementale par département. Là, on va dire que le département de marketing, les KPI, c'est ça. Puis là, département de vente, c'est ça. Mais au-delà de ça, là, comment on s'assure avec des résultats clés qui ne sont pas nécessairement des métriques en termes de chiffres, qu'on a des départements qui veulent travailler ensemble? C'est là où c'est un petit peu plus complexe, ça requiert un petit peu plus de réflexion. C'est moins safe comme approche que de dire ça, c'est tes résultats, ça, c'est ton budget, puis tu regardes juste ça, puis voici tes œillères. Mais la conséquence, c'est qu'éventuellement, quand l'organisation grandit, on a des silos, on a des plateformes, des technologies qui ne se parlent pas, puis c'est là où ça devient très complexe à ramener. Là. Je pense que tu as bien identifié la raison. C'est plus facile à mesurer. Ouais. De dire, Marc, tu as fait ta job. Parfait, regarde, tes KPI sont remplis. Merci, voici ton bonus. Comment on fait pour évaluer un travail d'équipe où Marc contribue au département voisin de marketing, de vente, de finance? Là, c'est plus difficile. Puis je pense qu'une des erreurs qu'on fait, c'est quand on regarde la bonification. Mm-hmm. On bonifie en fonction des KPI en silo, mais on exige verbalement du cross-functional. Puis on espère que ça va se produire. Donc, il y a deux messages, il y a une contradiction, un peu comme l'exemple que tu donnais tantôt. Donc, on n'atteint pas le résultat voulu.
Il y a quelque chose à réfléchir un peu plus. Puis je pense que la facilité de bonifier en fonction de KPI en silo, orienté par département, ça vient contredire un petit peu l'intention puis les intérêts d'une entreprise. Oui. Tu sais, je veux dire, dans notre cas à nous, sur une bonification totale de 100 %, 25 % est associé à la part de l'individu, 75 % est associé à l'indice de profitabilité et le travail d'équipe. Wow. Okay. Puis encore une fois, faut que les bottines suivent les babines. Tu peux pas dire on veut du travail d'équipe puis on veut éviter des silos puis mettre un bonus seulement basé sur l'individu avec des KPI précis. Là. Je pense pas que ça envoie un message qui est clair. Après, je veux dire, c'est comme ça qu'on gère ça à l'interne. Quel leader connais-tu qui travaille un peu de cette façon-là ou de qui tu t'inspires de façon générale comme leader connu? Il y en a plusieurs. Je dirais, dans les personnes que je ne connais pas à plus haut niveau, une personne qui m'impressionne beaucoup s'appelle Gabon. Gabon, qui est, peu de gens le savent, mais c'est le cerveau en arrière de Windows, qui était chez Microsoft, qui s'est lancé dans le jeu vidéo, qui avait une compagnie qui s'appelait Valve, et maintenant qui est derrière, je dirais, la compagnie qui s'appelle Steam, là, qui est dans le fond la compagnie qui gère le plus gros réseau de distribution de jeux vidéo sur ordinateur. Puis cette personne-là, vraiment, a fait un travail exceptionnel en tant que leader. Donc, juste ne serait-ce que l'indice de productivité par employé qu'il a m'a beaucoup inspiré. Wow. Donc ça, quand j'étais vraiment plus lean, là, on va utiliser l'anglicisme, j'avais vraiment des petites équipes, il fallait vraiment qu'on travaille très fort à amener un niveau de performance du fait qu'on est dans une industrie qui est très compétitive. Lui m'a beaucoup inspiré à ce niveau-là. Après ça, je dirais, d'un point de vue discipline, créativité et capacité oratoire, il y a Steve Jobs, qui est bien entendu très impressionnant. Cependant, c'est aussi un beau red flag sur la balance. Oui. Entre le bien-être personnel puis le bien-être d'une compagnie. Dans le même titre, le cadre de leader, Elon Musk, ces temps-ci, je veux dire, c'est un leader très polarisé, mais c'est une personne qui va toujours prôner l'innovation, la créativité. Cependant, encore une fois, je pense que d'avoir un petit peu plus de balance peut être une bonne chose. Je dirais, c'est trois bons leaders relativement inspirants. Là. L'équilibre, effectivement, Steve Jobs, c'est peut-être ce qu'il peut se reprocher lui-même, peut-être. Ouais. Ce que je retiens de lui, c'est dans un de ses films où il réunit son équipe dans un garage, si ma mémoire est bonne. Puis c'est vraiment l'idée que moi, je me fais de la planification stratégique. Donc, il lance les grandes lignes. Voici ce que ça nous prend. Puis, quel est le plan? Puis, régulièrement, dans cette session-là, lors de cette session-là, il dit « On n'a pas de plan. On ne peut pas lancer en septembre. On ne sera pas prêt en septembre. Il faut être prêt en septembre. » Finalement, tu as l'équipe qui travaille fort, qui réévalue, qui retravaille le plan, puis qui dit non, ça ne sera pas possible. Oui, ça va être possible. Puis finalement, ils sortent avec un plan clair, puis ils rencontrent l'objectif. Donc, pour moi, là, il y a un call du PDG sur voici ce qu'on doit atteindre, comment on y arrive. Non, 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 oui. On en a un plan, finalement. J'ai beaucoup aimé. Je me sers encore de cet esprit-là dans des sessions de planification stratégique parce que je trouve que c'est vraiment le cœur de ce que ça devrait être. Puis ultimement, pour être un bon leader, aujourd'hui, je pense qu'il faut être un très bon vendeur. Parce qu'il faut les vendre, ces idées-là. C'est pas des idées qui sont toujours faciles à vendre. Comme? Ben justement, de dire, OK, on a tel deadline à réaliser, puis de pas nécessairement pouvoir toujours expliquer la raison du pourquoi. Parce qu'on a des objectifs clairs, on a des comptes à rendre. Beaucoup de gens pensent que le top de la pyramide, c'est d'être président ou CEO. Peu de gens réalisent que c'est loin d'être ce qu'il y a en haut. La majorité des gens dans notre position doivent se rapporter à un board, une banque, un groupe financier, une firme d'équité privée, peu importe. Puis je dirais, on est plus souvent plus à risque que beaucoup de gens dans notre organisation. Donc, il faut s'assurer de pouvoir rester en contrôle, de ne pas paniquer,
puis de très bien vendre ses idées de manière à ce que le facteur de motivation soit là. Une force ouvrière qui n'est pas là pour nous supporter puis pour nous aider, je pense pas qu'une organisation peut s'en sortir aujourd'hui s'ils n'ont pas ça, là. Dans le contexte économique actuel, c'est très difficile, là. C'est un peu comme un coach sportif. Il faut gagner. Mm-hmm. Puis si on ne gagne pas, là, ça devient un peu plus difficile. Ouais. Il y a des gens qui pensent qu'un PDG n'a effectivement pas de patron, pas de compte à rendre, parce qu'il est tout seul à prendre des décisions. C'est très, très rare dans les gens que je connais où les gens peuvent prendre des décisions seuls puis un peu s'en foutre. C'est quand même très, très rare. Oui, au-delà de ça, je dirais que ce serait probablement même pas sain. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Ce serait pas sain, je pense, de ne pas avoir de compte à rendre. Mais bon, après, je veux dire, il y a des gens qui ont l'opportunité de faire ça. Mais généralement, c'est pas ce qui apporte le plus haut niveau de performance, là. Quel talent ou quel comportement est-ce que tu privilégies au sein de ton équipe de direction? L'honnêteté, la créativité. Je vais utiliser la débrouillardise. Suite à ce qu'on a vécu d'un point de vue socio-économique dans les dernières années, là, ça va au-delà de la capacité d'adaptation, là. Parce que s'adapter, c'est une chose, mais d'être créatif puis de se débrouiller à travers ça, c'est un niveau au-dessus. C'est extrêmement important pour moi parce que, encore une fois, j'ai une hantise des silos. Je veux une organisation qui a du fun à travailler ensemble. Dans un contexte comme nous où on a une force de travail qui est hybride, donc on vient 2 jours au bureau, on est 3 jours à la maison. Je veux maximiser l'engouement de venir au bureau. Je veux que les gens aient du fun. Je veux que les gens aient du fun, pas à venir au bureau. Ça, c'est une conséquence, mais à travailler ensemble. Oui. Puis, t'as beau avoir le plus beau bureau du monde, si les personnes à l'intérieur ne se parlent pas, s'il n'y a pas une atmosphère qui est le fun, il n'y a pas le désir d'aller nécessairement dans le bureau. Au même titre que 15 ou 20 inconnus dans le plus beau resto du monde, il n'y aura pas une ambiance aussi le fun que ces mêmes 20 personnes qui ne se sont pas vues depuis longtemps puis qui veulent se voir dans un McDonald's ou un Tim Hortons. J'ai vraiment cette approche-là, puis ça prend des directeurs qui ont ces capacités de ramener ce monde-là puis d'avoir du fun sans perdre l'élément qui, tant qu'à moi, est nécessaire de hiérarchisation. Je veux pas que mes directeurs soient des chums. Ils peuvent avoir des relations très saines avec les employés puis être proches d'eux autres sans nécessairement devenir des amis proches, je dirais, ou ils perdraient le respect de leurs peers, là. Quand tu parles de débrouillardise, tu vois, j'entends un paradoxe entre ça et le patron qui prend les décisions, le patron qui est le sauveur, ouais. Où tous les problèmes montent à lui ou à elle, puis finalement, il y a une décision qui est prise. Parce que dans le fond, il y a un problème, je leur demande de solutionner la majorité des problèmes, puis peut-être de t'informer ensuite. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu fais monter la décision ou comment est-ce que tu procèdes? Oui, tant aussi longtemps que ça bâtit la confiance de la personne. Il y a un threshold de stress qui, je crois, ne faut pas dépasser. Parce que c'est facile de dire je délègue, là. Ouais. Mais il faut que cette capacité à déléguer des tâches soit constructive et non une source de stress où la personne n'est plus capable de dormir, n'a plus de plaisir, là. En toute honnêteté, je ne l'ai pas toujours eu. Quand j'ai commencé, j'ai peut-être délégué un petit peu trop, n'ayant pas le support que j'aurais dû avoir au niveau des premiers employés que j'ai eus. Puis cependant, moi, ma fierté, c'est de voir que des départs que j'ai eus la majorité du temps, ça a été pour des occasions qui vraiment je célébrais avec les personnes qui sont parties de Polysleep. Je dirais c'est là où je vais juger ma capacité à m'améliorer en tant que leader puis amener les gens vers le haut. Je prends pas pour acquis qu'une personne va rester chez Polysleep 15-20 ans avec nous. Ça va me faire plaisir si la personne continue de grandir. Mais je pense que dans le contexte économique actuel,
le rôle d'un leader est vraiment d'amener la personne à tirer le maximum de ses capacités et non de juste mettre la personne au service de son entreprise. Comment tu arrives à tirer la ligne? Parce que la ligne est mince entre les deux. Puis, à l'occasion, tu peux avoir, toi, ta volonté de vraiment déléguer puis avoir moins de travail. Moi, c'est relativement simple, Marc. Tant aussi longtemps que j'engage des personnes dans mon organisation qui grandissent plus vite que mon entreprise, j'ai fait une bonne job. C'est à mesure. Dans le sens où, personnellement, je pense pas que je peux vraiment me planter comme ça. La seule chose qu'il va falloir que je gère, c'est que j'ai peut-être un petit peu plus de départ que d'autres organisations. Mais ultimement, si j'ai des gens qui grandissent plus vite que mon organisation, ben, c'est qu'ils ont été bien gérés, ils ont été bien coachés, ils ont eu du plaisir, puis ils avaient le talent nécessaire pour faire ça. Et tu as bien jaugé leur capacité à résister au stress inhérent à la tâche que tu lui confiais. Puis là, il y a un piège parce que la personne peut vouloir plus de responsabilités, mais elle peut ne pas être apte nécessairement à le prendre pour le moment. C'est là que ça peut être un petit peu difficile à faut être prudent. Il faut être prudent là-dessus parce qu'encore une fois, je pense qu'il faut être... On a tendance à vouloir aller trop vite. On a toujours tendance à aller trop vite. J'aime les gens qui ont un mindset entrepreneurial, puis c'est là où, comme tu dis, des fois, faut mettre les freins en disant faut s'assurer que les fondations soient solides avant de passer à la prochaine étape. Mais généralement, quand le désir est là, la volonté est là, si la capacité est là, ben, l'apprentissage se fait beaucoup plus rapidement. Et comment tu mesures que la personne est prête à passer à une autre étape? Comment tu arrives à... C'est quand même du qualitatif, là. Est-ce qu'il y a une façon que tu utilises qui permet de t'assurer de ça? Bien, comme je disais tout à l'heure, de manière à pouvoir faire ça, ça prend du data. Il y a des éléments quantitatifs puis qualitatifs là-dedans. Dans le quantitatif, ça va être souvent dans l'équipe que ces dirigeants gèrent, le niveau de satisfaction que le gestionnaire a, puis dans l'implication que ces derniers ont aussi au-delà de ça, du réseau. Donc, on travaille avec des partenaires externes. C'est quoi leur feedback? Est-ce qu'ils se sentent aidés? Est-ce qu'ils se sentent tout seuls? Est-ce que la personne n'a jamais le temps d'être là pour eux ou l'inverse? Donc ça dit beaucoup sur la capacité de gérer le temps qui nous est accordé. Puis dans un deuxième temps, après, comme je disais aussi, c'est d'avoir les bons... nous, on travaille avec des OKR puis des KPI, donc des résultats clés, des objectifs clés. Et ça, pour moi, c'est un peu comme quand on se prépare pour un examen. C'est de dire, voici la matière, tu vas avoir des examens. Ces examens vont être avec une grille qui est la suivante. C'est là qu'on parle d'indicateurs clés de performance, des KPI. L'erreur qu'on a tendance à faire, et l'erreur que, quand on est un gestionnaire qui est plus jeune, à regarder, c'est juste les KPI. Mais si quelqu'un se prépare pour un examen de mathématiques en regardant seulement les résultats que les autres groupes ont eus, probablement qu'il n'y aura pas une bonne note, là. Donc l'idée, c'est de dire, on peut-tu mettre le focus sur les objectifs clés qui vont avoir une incidence sur ces KPI? C'est pas mal comme ça que je vais gérer que je vais benchmarker la capacité d'un gestionnaire ou même d'une personne dans l'organisation à pouvoir en prendre plus. Tu es quand même très analytique dans ta prise de décision, c'est ce que je comprends. Il faut, parce que on a toujours un biais face à certains types de personnes. On va toujours avoir une préférence pour une personne versus une autre. Et je pense que c'est de se mettre un doigt dans l'œil de dire qu'on peut vraiment être entièrement impartial. Humainement parlant, on n'est pas impartial. Il y a plein de choses, il y a plein de facteurs qui vont faire en sorte qu'on a une préférence pour du bleu ou du orange, une orange ou des raisins. Puis, on ne peut pas calculer ça et vraiment être en contrôle de ça. On ne peut pas se lever un matin et dire, moi aujourd'hui, là, je préfère telle affaire à la place de telle affaire. Non, on se lève puis c'est ça qui est ça. C'est là où le data devient important. C'est là où il faut pouvoir évaluer, au-delà de l'humain, tout ce qui va être un élément d'impact pour l'organisation.
Je dis pas qu'il faut écarter l'humain de ça, là. Juste qu'il faut être en mesure de discerner les deux, puis de comprendre qu'on va avoir un billet par rapport à ça dans le processus décisionnel. Donc, encore une fois, il faut être capable de prendre du recul, Ouais. d'analyser. Comment est-ce que tu te relaxes? Est-ce que tu arrives à te relaxer dans ta job assez intense, dans un contexte extrêmement compétitif de ton secteur? C'est difficile. C'est difficile, puis cette année, j'ai pris la décision de travailler justement sur ma condition physique. Le sommeil, vraiment, ça a été quelque chose que j'ai travaillé suite au moment où j'ai commencé Polysleep. Cependant, je savais que dans mon hygiène de vie, il y avait des choses que je devais changer pour continuer d'avoir un niveau d'énergie puis un niveau de santé qui est plus sain. Donc, pour relaxer, jusqu'à très récemment, mon issue de sortie principale, c'était d'aller fumer un cigare. Je dis pas que je le fais pas, mais j'ai essayé vraiment d'améliorer le sport, la nutrition, la lecture, d'avoir quelque chose de plus balancé, de garder du temps pour absolument rien faire puis regarder un film. Je pense que c'est important aussi de pouvoir mettre le cerveau à off. Là où je trouve ça difficile, c'est que, puis je sais pas si c'est le type de personne que je suis ou si c'est parce que les entrepreneurs sont comme ça, je suis assez intense. Donc, quand je vais avoir la tête à quelque chose, c'est très difficile pour moi de ne pas mettre 100% de mes énergies là-dedans, puis de compartimenter. OK, non, là j'ai 8 heures dans ma journée, il faut que je passe 2 heures là-dessus, 1 heure là-dessus, 1 heure là-dessus. J'aurais tendance à dire, là, je mets 8 heures, puis let's go, on fait ça, puis demain, c'est prêt. Il faut que je travaille encore là-dessus. Mais ça a une incidence au niveau de ma capacité à relaxer parce que je sais que c'est pas en allant 8 heures au gym pendant 3 jours que je vais filer mieux, là. Qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Moi, je fais du conditionnement physique, donc des poids, vraiment au gym. Je pense que c'est ce qui a une incidence qui est la plus importante au niveau hormonal. Après avoir fait des recherches, ça semble être ce qu'il y a de plus efficace. Donc, je me limite à ça pour des raisons de temps. Puis je fais aussi un peu de cardio à travers ça, là. Mais j'ai jamais été vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de sports d'équipe. J'ai fait des sports de combat quand j'étais plus jeune. J'ai aimé ça, mais ça prend de la discipline, ça prend du temps, puis c'est des sports d'impact. Donc, je suis peut-être moins là-dedans, là. Je suis plus au niveau gym. Qu'est-ce que ça a changé depuis que tu fais de l'entraînement? Si tu essaies de te rappeler comment tu te sentais avant, puis comment tu te sens maintenant, quelle est la différence? Bien, j'ai une belle analogie pour ça. Je ne me rappelle plus de qui ça vient, mais le meilleur exemple, c'est de dire notre capacité à résister au stress, c'est un contenant. Donc, on ne peut pas changer la quantité de stress qu'on va avoir à gérer. Par contre, on peut changer la taille du contenant. Fait que je dirais que je suis passé d'un shooter à un 4 litres. Tant que ça? Oui, sérieusement, un, l'expérience, mais deux, le fait d'avoir des bonnes nuits de sommeil, un bon conditionnement physique, de continuer de s'éduquer, d'avoir d'autres perspectives, me permet vraiment d'avoir une meilleure résistance au stress. Puis on est exposé à beaucoup de stress en général. C'est très impressionnant la différence que tu mentionnes. C'est comme du 20 pour 1 presque. Oui, je dirais au moins du 10 pour 1. Là. Honnêtement, là, quand même. C'est, dans mon cas à moi, quelque chose qui a eu vraiment beaucoup d'incidence. Est-ce que ça te rend plus performant? Absolument. Absolument, parce que tout est connecté. Hein? Donc, si je dors pas bien, je vais probablement avoir moins d'énergie. Si j'ai moins d'énergie, je voudrais pas aller au gym. Si je vais pas au gym et que je dors pas bien, ça va impacter ma nutrition, ma digestion. Ouais. Et ça va aussi à l'opposé. Donc, si je mange bien, je vais avoir plus d'énergie, je vais pouvoir aller au gym. En allant au gym, je fais de l'activité physique au lieu de rester assis 8 heures dans ma journée. Donc, je dors mieux. Ma blonde, elle préfère ça aussi. Fait que moi, ça rend ma vie plus facile. Oui. Fait que toutes ces choses-là, c'est vraiment... C'est beaucoup d'éléments qui font en sorte que on arrive à avoir cette balance puis ce niveau de performance qui est nécessaire, je crois. Là. On finit par ressembler à ceux qui nous entourent et à ce qu'on mange et ce qu'on boit. C'est quand même impressionnant d'arriver à la conscience que si je mange ceci, ça va m'aider ou ça va me nuire. Absolument.
Alors qu'on peut rechercher un plaisir à court terme. Tu parlais du cigare, ça peut être trop de vin, ça peut être trop de malbouffe. C'est quand même maintenant, je ne serais pas du genre à dire je peux arrêter ça. J'aime malgré tout. Regarde un peu pareil. Absolument, absolument. Comment est-ce que tu vois ton rôle évoluer au cours des prochaines années? C'est une question qui est difficile à cerner. Le contexte change. Plusieurs choses changent actuellement. Quels sont les principaux changements, justement, que tu ressens? Le marché, l'environnement de travail? Moi, ce que je vois de plus en plus dans mon entourage, je dirais, je suis relativement jeune encore comme président. Il y a un élément d'ambassadeur qui vient un petit peu avec ce rôle-là. Ambassadeur de marque? Ambassadeur de marque, puis ambassadeur en général. Si on veut attirer le meilleur talent, puis si on veut rester une source de motivation pour nos équipes et des personnes qui veulent apprendre de nous, la technologie, comme ce qu'on est en train de faire en ce moment, là, apporte beaucoup, beaucoup d'avantages. Et je vois que c'est de plus en plus difficile maintenant pour un président de dire « Moi, je veux pas être la tête d'affiche de ma compagnie. Je veux pas faire de conférences. Je veux pas aller à des événements. » Donc ça, pour moi, ça a été de l'adaptation parce que même si je suis une personne extrovertie, le fait de devoir prendre du temps pour préparer ça, le fait de devoir m'asseoir puis de dire « OK, faut que je bâtisse une présentation de 45 minutes, 1 heure pour parler à une audience en logistique ou en marketing ou en d'autres choses, dans le but d'être un ambassadeur de ma marque, mais aussi de mon équipe. Je pense pas que ça faisait partie de la définition des tâches il y a quelques années. Mais je pense que quand on regarde des gens comme Gary Vee, quand on regarde des gens comme plusieurs personnes, je pense à Meet Day Square ou carrément là, les fondateurs, c'est un reality show. Donald Trump est un autre bon, mauvais exemple, mais c'est un bon exemple dans ce cadre-là. Cette espèce d'apparence publique, c'est quelque chose de très nouveau et je pense pas que c'est quelque chose qui va s'écarter de la liste de tâches qu'on a à accomplir. On doit aussi devenir un leader beaucoup plus humain. Donc, de comprendre, d'avoir une bien meilleure compréhension de la psychologie, de savoir qu'on n'est plus dans les années 70-80 où on dit ça, c'est ma décision, puis si t'es pas content, la porte est là. Ça marche plus. Puis je pense que des organisations qui continuent dans cette direction-là vont avoir beaucoup de difficultés parce que l'engagement des équipes ne pourra pas être aussi élevé et dans un contexte où les salaires augmentent, l'indice de productivité augmente. Il faut s'assurer qu'on ait des équipes qui soient motivées, qui aiment le leadership, qui aiment le style de leadership qu'on apporte. Donc, il faut être un caméléon, il faut être extrêmement malléable, avoir cette plasticité, là, c'est très important. Là. Et un excellent communicateur. Ouais. Ce dont tu parles, c'est d'être un excellent communicateur, c'est-à-dire d'être capable d'écouter, d'être capable de transmettre des idées à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Puis oui, c'est exigeant en temps, parce qu'il y a la préparation, il y a les déplacements, et pendant ce temps-là, on ne gère pas. Oui, et c'est là où c'est important d'avoir des équipes qui ont cette autonomie-là, du moins, qui ont le plus d'autonomie et de confiance possible pour nous aider dans ce processus-là. Quel talent est-ce que tu crois que tu auras intérêt à développer au cours des prochaines années? S'il y a un talent, quand je disais tantôt, où je veux continuer à m'améliorer en tant que généraliste, donc je vais séparer la question en deux. Comme généraliste, je veux vraiment continuer à apprendre sur les éléments financiers, puis je dirais pas juste comptable, mais vraiment financiers, de comment l'argent, comment l'élément croissance entre une PME, une moyenne entreprise, une compagnie publique, les différents types de placements, d'opportunités évoluent. Donc ça, je veux vraiment amener mon niveau à un niveau qui est plus général.
Par contre, il y a un élément où j'aimerais vraiment devenir un expert, c'est l'oration. Devenir un speaker, je pense que pour être un bon leader d'entreprise, c'est un des éléments qu'il faut maîtriser. Il ne faut pas juste être correct, il faut vraiment être bon. Bien qu'il y ait des leaders exceptionnels qui sont pas très bons là-dedans, là. Je pense que c'est un atout très important. Donc, pour moi, c'est une de mes priorités dans les prochaines années. Pourquoi? Pour mieux transmettre, pour mieux... Ouais. Pour s'assurer que le message est bien compris? Est-ce que c'est un peu ton... En fait, c'est justement ça. C'est que quand on parle, ce que je contrôle, c'est ce que je dis. Ouais. Ce que je contrôle pas, c'est ta perception. Exact. Donc, plus on est outillé à s'assurer que encore une fois, je vais utiliser le terme plasticité. Ouais. On est capable d'adapter le langage par rapport au type de personnes à qui on s'adresse, par rapport au calibre académique de personnes à qui on s'adresse. Ouais. Plus on a de capacité de s'adapter à ça, je pense, plus on a de facilité à s'assurer que le message passe. Sinon, ça va moins bien. Je pense qu'on peut arriver au même résultat, mais c'est plus difficile. Je vois plein de situations comme ça où les gens comprennent autre chose que ce que le leader a voulu dire, puis c'est dur à rattraper. Ouais. Je suis pas mal d'accord avec toi que d'arriver, en supposant que ce soit possible, d'arriver à communiquer clairement puis à être compris, ça serait extraordinaire. Parce qu'on n'aurait pas nécessairement à répéter les messages autant qu'on a à les répéter. Patrick Lencioni parle de clarité. Puis il dit ce que vous avez comme objectif, vous devez le répéter différemment, mais le répéter constamment pour que ça soit bien compris. Alors, imagine qu'on puisse le faire 1 ou 2 fois, puis que les gens comprennent puis sachent vraiment ce qu'ils ont à faire. Ce serait quand même extraordinaire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Merci beaucoup, Jérémia. Merci, Marc.